Guillaume Durand. Bonjour Nicolas, bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Donc Nicolas Bouzou, Bonjour. Philippe de Sertine. Est-ce que Macron vous passionne d'abord? Je parle là aux économistes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Nicolas? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que il met le débat sur les bons sujets. Et au fond, le discours de Macron, on pourra parler de ce qu'il a fait ensuite, mais je trouve que son discours apporte quelque chose qui est très neuf dans la vie politique. Alors pas dans le débat entre économistes, mais dans la vie politique, c'est-à-dire au fond, on a une économie qui est en pleine mutation. Grosso modo, comment est-ce qu'on entre là-dedans? C'est-à-dire quelle politique pour les entreprises, quelle politique pour la sécurité sociale, comment est-ce qu'on essaie d'assurer les nouveaux risques, qu'est-ce qu'on fait avec le principe de précaution. Enfin, je pense que ce sont les vrais sujets pour la France ces prochaines années. Et Macron, il est véritablement sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas du tout si ça va trouver un écho auprès de la population française. Comme vous le savez, je suis assez pessimiste parce que je pense que les gens s'intéressent plus aux questions d'identité, aux questions de terrorisme, et je pense que de ce point de vue-là, le discours de Sarkozy, par exemple, trouvera plus d'écho auprès de la population française que le discours de Macron. Mais en tout cas, il me semble que les thématiques sur lesquelles Macron est positionné sont les bonnes et ce sont celles qui sont importantes pour l'avenir de notre pays. Est-ce que vous pensez, Philippe de Sertine, que le discours, enfin plutôt le sous-texte du discours de Macron, qui consiste à dire que si on n'arrive pas à rénover l'économie française, c'est d'abord et avant tout à cause du système politique, qui est verrouillé par une sorte de mafia, parce que c'est ça qu'il raconte, et c'est ce qui explique d'ailleurs les réactions très mesurées du système politique ce matin. Tous ceux qui parlent de Macron, c'est un peu de la distance, il n'y arrivera pas. Il a raison sur le diagnostic? Est-ce qu'il a raison? Probablement, et d'ailleurs c'est quand même très intéressant si vous regardez avec un peu de recul, les deux ministres de l'économie de François Hollande, Montebourg, Macron, les deux M, ont démissionné, tous les deux au mois d'août, et tous les deux, a priori, voudraient se présenter à l'élection suprême. C'est intéressant de voir que l'économie, non seulement elle amène à la fin à une politique peut-être différente, mais elle amène aussi peut-être à un diagnostic finalement similaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à changer profondément dans la société française qui probablement, on va dire, prend ses racines dans l'économie, mais va bien au-delà. Et c'est vrai que dans l'approche de Macron, il y a eu très souvent un certain nombre de prises de position au-delà de l'économie, on va dire, sur la vie sociale. Et ça lui a été reproché au gouvernement, ça lui a été reproché par le Parti socialiste, et pourtant il avait probablement raison là, c'est-à-dire que la question du bouleversement que nous sommes en train de commencer à vivre, nous sommes juste au début d'une mutation absolument incroyable au niveau mondial, eh bien ce bouleversement aura des conséquences bien au-delà de l'économie. Il n'en a pas le monopole, c'est une question que je pose à tous les deux. Enfin, il y a des économistes qui travaillent dans tous les camps, ils sont au courant de ce qui se passe sur le plan économique et numérique dans le monde entier. Oui, mais sauf que dans le discours politique actuellement, ça se traduit en rien. C'est-à-dire en quoi vous avez une offre ou une proposition qui est différente du fait de cette mutation. C'est ça la question. C'est-à-dire que là, on voit, entre guillemets, des gens dans l'économie, mais je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup de guillemets, et pour Montebourg et pour Macron, des gens qui, en tout cas, ont eu à gérer l'économie et qui, on va dire, tentent de représenter cette question économique. Considérant que le système politique est vétuste, mafieux et n'a plus aucun impact sur l'économie, parce que c'est ça en fait. Je voudrais rebondir sur un point très important que je partage évidemment qu'a dit Philippe, c'est qu'on est au début de cette mutation. Mais Guillaume, vous dites, au fond, tous les candidats sont conscients de ça. C'était la question que je posais à Philippe. Non, oui, mais je me permets d'apporter aussi ma réponse. Je pense que Philippe et moi, on a rencontrer la quasi-totalité des candidats qui vont se présenter. Très peu sont intéressés par ces questions. Je pense que Alain Juppé est intéressé par ces questions, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est pas une question d'âge, mais Nicolas Sarkozy, quelqu'un de formidable par ailleurs, mais j'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, n'est absolument pas intéressé par ces questions, pas du tout. De toute façon, il n'est pas intéressé par l'économie. Donc il y a peu de chances qu'il s'intéresse à Uber, puisque déjà l'économie n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc non, je crois que c'est pour ça que je pense que l'apport de Macron dans le débat peut quand même être quelque chose d'intéressant, à une condition, c'est que la bulle que l'on vit depuis hier soir, qui est quand même une bulle médiatique absolument extraordinaire, puisque on ne parle que de ça, alors qu'il y a d'autres sujets très importants qu'on peut relier ou mettre en opposition avec le phénomène Macron. Le fait que le gouvernement, par exemple, annonce hier qu'il se retire des négociations sur le traité transatlantique, montre d'ailleurs que les idées de Macron sont quand même en opposition avec la politique qui est en train de monter. Oui, la stratégie du gouvernement. Et si je voulais être d'ailleurs extrêmement provocateur, mais je crois qu'il y a quelque chose de très vrai sur le fond, c'est que du point de vue économique, on va plus vers une lepénisation des esprits que vers une macronisation des esprits. En tout cas, donc il y a un espace politique.
Bah oui, il y a un espace politique, mais je suis pas sûr, et je le regrette, mais je suis pas sûr qu'il soit suffisant pour trouver un écho très important auprès de l'opinion. Est-ce que vous considérez tous les deux, par exemple, que des phrases qu'on entend est torpiller Hollande, c'est la fin d'Hollande, c'est une sorte de Brutus, c'est le chouchou de la politique qui flingue tous ses petits camarades, donc qui font de Macron une sorte de petit chose de la vie politique, béni des dieux, mais qui fondamentalement, je vais être violent, serait une sorte de salopard qui trahit tout le monde? Est-ce que ça a un écho chez vous, ou est-ce que c'est vraiment la mauvaise réaction du système politique qui s'auto-défend? En tout cas, il y a une vraie interrogation à poser, et je pense que là, ce type de déclaration est probablement trop superficiel, parce que depuis le départ, Emmanuel Macron est proche de François Hollande, et il l'a été, on va dire, jusqu'à dans ces derniers jours, dans toutes les réunions les plus réduites en termes ministériels. Emmanuel Macron a toujours été là. Il n'y a jamais eu, on va dire, dans le discours de François Hollande, ni même dans ce que l'on sait par le off, on va dire une réaction violente de François Hollande vis-à-vis de Macron. Donc il y a vraiment une proximité, et on peut dire que tout ce qu'a dit Emmanuel Macron, puisqu'il a surtout dit, quand on regarde depuis 4 ans, en fait, c'est surtout ses paroles qui sont importantes. Les actes, finalement, n'ont pas été si importants que ça. Il est vrai, évidemment, qu'il était dans un gouvernement et dans une majorité qui, en grande partie, on va dire, n'était pas complètement en ligne avec ce qu'il proposait. Mais ils ont enlevé la deuxième partie de la loi. Enfin, ce qui a constitué la loi travail devait être la loi Macron 2. C'était la loi Macron, bien sûr. On lui a enlevé en grande partie. La loi Macron 1 aura finalement un impact extrêmement faible sur l'économie. La loi Macron, celle qui va rester. En revanche, la question des prises de parole d'Emmanuel Macron, il y a vraiment une interrogation à se poser sur, en réalité, la manière dont François Hollande lui-même pouvait adhérer à ce qui était dit. Et je crois que depuis la nomination d'Emmanuel Macron, qui était une nomination surprise il y a 2 ans, eh bien, François Hollande, sans arrêt, au fond, a adhéré à ce que pouvait proposer ou dire Emmanuel Macron. Simplement, évidemment, il ne le faisait pas explicitement. S'il sort de son silence, Hollande, ça peut être assez ravageur pour Macron, parce que si tout d'un coup il dit des choses très désagréables sur son comportement moral, ce qu'il n'a pas dit, mais qu'il peut dire maintenant. Non, enfin, écoutez, on n'est pas des enfants. Souvenons-nous, Chirac-Giscard et Sarkozy-Chirac. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, comme les Français considèrent que François Hollande les a trahis, il y aurait une sorte d'intransitivité logique. Est-ce qu'ils considèrent que Emmanuel Macron, en trahissant le président de la République, les a trahis? Non, bon, je pense que tout le monde comprend bien le jeu politique. Je trouve... Philippe un peu sévère sur le bilan de Macron. Évidemment, je suis entièrement d'accord, la loi Macron, elle aura un impact absolument marginal. Mais là où Macron a quand même raison, c'est que c'est le système politique qui veut ça. C'est-à-dire que si Philippe ou moi devenions président de la République, président de la République, non, puisque on se présente pas, pardon, mais ministre de l'économie ces prochaines années, je crains, bien que nous ayons raison tous les deux sur le fond et que nous ayons d'excellentes idées, je crains que notre bilan ne soit pas meilleur que celui d'Emmanuel Macron, parce qu'on est dans un pays très centralisé, parce que c'est le président de la République qui décide, parce que les inerties sont absolument extraordinaires, parce que l'opinion publique est contre les réformes. Et parce que se joue sa réélection. Parce que se joue sa réélection aussi. Je voudrais vous poser des questions factuelles, après on écoutera le zapping. Il y a un chiffre qui est revenu souvent concernant l'état de la France, 28 millions la population active, dit-on, et 14 millions dépendraient de la fonction publique, d'où évidemment les blocages. Est-ce que ce chiffre, c'est une question que je vous pose qui est un peu solennelle, est vrai? Est-ce qu'il y a entre l'éducation nationale, les chômeurs, les retraités, les aides, etc., la moitié des Français qui vivent qui dépendent totalement de l'État? Il faut continuer. Beaucoup d'entreprises françaises, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vous disent qu'ils sont dans le secteur privé, peut-être que dans les dîners du dimanche, dans les familles, on vous dit « moi je suis dans le privé, toi tu es dans le public ». En réalité, beaucoup d'entreprises privées françaises dépendent de l'incroyable place de la dépense publique en France. Nous sommes avec le plus haut taux, presque 56% du PIB. On se rend pas compte, on le répète tous les jours, 56% du PIB de dépenses publiques en France, c'est le plus haut taux du monde en termes, on va dire, d'une démocratie. C'est en ça que la France est irréformable. À partir du moment où tout le monde dépend de l'État, enfin l'essentiel de l'économie dépend de l'État, qui va pouvoir mettre ça en l'air? Elle devient réformable à partir du moment où les gens, y compris ceux qui travaillent pour le secteur public, comprennent que c'est contre leurs intérêts. Voilà, peut-être qu'on y viendra un jour. Si vous avez des professeurs, quand vous voyez le nombre de dépressions dans la fonction publique et notamment chez les enseignants, peut-être qu'un jour les enseignants comprendront que le ministère de l'Éducation et mieux payé. Peut-être, oui, voilà. On n'y est pas.
Mais à ce moment-là, le pays deviendra réformable, puisque des pays qui se trouvaient dans la même situation que la France, je pense en particulier à la Suède, dans les années, alors c'est un peu une tarte à la crème de parler de la Suède, mais en même temps c'est vrai, vous avez eu de vrais basculements de l'opinion publique. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'à partir du moment où on critique le bilan de Macron, c'est ce qui a été fait par beaucoup de gens, et à gauche et à droite, c'est aussi d'insister sur le bilan des 3 derniers présidents dans ce domaine qui est celui de la fonction publique. Rien n'a bougé. De la dépense publique. Oui, de la fonction dépense publique. et dépenses. C'est même plus important que ça, de la dépense Oui, mais publique. ils n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, mais ils ont augmenté. Ils ont augmenté sans cesse. C'est-à-dire que quand vous regardez l'augmentation justement de ce pourcentage de la dépense publique par rapport au PIB, par rapport à la richesse créée, vous êtes dans une pente croissance sans cesse. La Cour des comptes a fait un rapport absolument terrifiant là-dessus, mais et notamment comparatif. Mais là, justement, la question que se posent beaucoup de Français qui nous écoutent, parce que c'est finalement le sous-bassement de la vie politique en France, pourquoi nous sommes dans cet état-là ? Parce que nous le voulons. Parce que quand vous dites est-ce qu'elle est irréformable, non, il suffit de vouloir changer. C'est possible. C'est possible. D'autres pays l'ont fait. Nous l'évoquions, Nicolas l'évoquait à l'instant avec la Suède, mais même vous avez des grands pays. Il a écrit là-dessus, Nicolas aussi. Vous aussi. Oui, il y a des grands pays qui l'ont fait, y compris quand vous prenez la Grande-Bretagne, voire l'Allemagne l'a fait. Donc c'est possible. C'est possible pour des grands pays qui nous ressemblent. Simplement, vous devez avoir une volonté. Et là, pour le coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une volonté politique. Ouais. Une volonté politique de dire maintenant, on va véritablement explorer des voies nouvelles. Je voudrais qu'on écoute Najat Vallaud-Belkacem. C'est la rentrée. Voilà ce qu'elle disait sur Emmanuel Macron, parce qu'on lui parlait des profs, mais elle répond sur Macron. Moi, je suis très dubitative, pour ne pas dire plus, sur le sens de cette démarche. Être engagé politiquement, c'est se mettre là où on est le plus utile. S'imaginer plus utile encore hors de l'exercice des responsabilités, je trouve que c'est gonflé. Voilà, dubitatif, c'est un mot que reprenait donc le président du Conseil national des Républicains, donc le Parlement des Républicains, Luc Châtel, ce matin. Moi, je suis dubitatif sur cette stratégie. C'est un peu compliqué d'expliquer aux Français. Moi, je veux être utile à mon pays, mais je déserte alors qu'on est à croissance zéro, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs, et qu'on doit se retrousser les manches pour redresser le pays. Emmanuel Macron, version maintenant de Stéphane Le Foll. C'est pas un coup dur, au fond, en politique. Il y a des déceptions humaines. Mais ça se surmonte. Non. Je pense que Emmanuel Macron est parti pour convenance personnelle. Trop indulgent. Convenance personnelle. C'est quoi convenance personnelle? Parce que sa convenance personnelle, c'est que je crois que il l'a dit, on le sent à demi-mot, c'est qu'il veut être candidat. Et pour être complet, donc Gérard Collomb, le maire de Lyon, partisan d'Emmanuel Macron. Je crois pas qu'il a trahi François Hollande. Pour lui, ça a été extrêmement difficile à faire. Il avait un vrai problème d'affection par rapport à François Hollande, mais il pensait que c'était de son devoir et qu'il devait se mobiliser pour aller à la rencontre des Français et présenter un projet sensiblement différent de celui du gouvernement. Au début de la semaine, Luc Ferry disait, puisque maintenant nous allons sortir d'Emmanuel Macron, que fondamentalement, c'est celui qui va gagner la primaire des Républicains qui a le plus de chances de devenir président de la République. Alors, la grande question que je vous pose à tous les deux, c'est pour ceux qui nous écoutent, quelle est la différence sur le plan économique entre les différents programmes que vous avez testés et les uns et les autres? Prenons Fillon, Le Maire, Juppé et Sarkozy. Nicolas. Ce sont des différences de mesure, pas des différences de nature. Au fond, on voit bien que tous les candidats ont des programmes... Soyons pédagogiques. Non, mais je vais être extrêmement pédagogique. Grosso modo, il s'agit de diminuer la dépense publique pour diminuer les impôts et de redonner un peu de la compétitivité aux entreprises avec essentiellement des allègements de charges. Bon, ce sont pas des programmes extrêmement imaginatifs, mais ce sont de bons programmes et à mon avis, ça correspond grosso modo à ce qu'il faut faire. Donc, il y a pas de différence là-dessus. Alors oui, il y a des différences de mesure. Parce qu'elle a dit, le problème, c'est de savoir si on diminue les charges très très vite et les impôts encore plus vite. Alors bien sûr. Alors vous avez un continuum, on va dire, qui va de Fillon, qui est sans doute celui chez lequel les baisses de dépenses, les baisses d'impôts sont les plus rapides et les plus fortes, et qui va jusqu'à Juppé, qui est peut-être le programme le plus mesuré. Mais ce que je veux dire pour moi, avant de laisser la parole à Philippe, c'est que pour moi, le vrai sujet, c'est un sujet de crédibilité. C'est-à-dire que je préfère un candidat qui me dit on diminue la dépense publique de 40 milliards d'euros et je vous dis comment, plutôt qu'un candidat qui a déjà été président de la République et qui nous dit je fais 100 milliards d'euros, je fais 10% de baisse d'impôt sur le revenu de la première année, mais on ne sait absolument pas la façon dont ça se passe. Philippe. Je crois qu'il y a deux choses, effectivement. Diminution de la dépense publique, diminution parce que nous sommes dans une situation d'impasse.
Nous risquons d'avoir, non pas sur 2016, mais sur 2017, de très mauvaises surprises sur la question des déficits, du lien à l'Europe, et donc il y aura une situation d'urgence. Donc là, on va dire, les programmes, finalement, ils anticipent déjà le fait que 2017 risque d'être une année compliquée sur la question de la dépense publique, où il va falloir y aller structurellement. Mais je rajouterai un deuxième point, qui me semble absolument fondamental, c'est la question de la relance de l'investissement. L'idée crucial, par exemple, qu'on retrouve dans la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, c'est de dire, il faut relancer l'investissement de manière massive dans le pays. Et ça, c'est probablement une question qui sera une question sous-jacente dans les élections. Si on y arrive, on peut avoir très vite un relais de croissance. Et le relais de croissance... Vous avez vu Bernard Sananès, qui dirigeait là l'Institut d'opinion, disait que dans les dernières enquêtes qui ont été livrées, les Français sont toujours violemment contre la suppression de l'ISF, la majorité des Français. Oui, non, mais ça, la question politique, elle doit se poser... On revient toujours au même problème. Non, mais c'est l'offre politique à un moment donné, elle doit faire un diagnostic en disant, si on veut libérer l'investissement, il faut que l'épargne des Français aille moins vers l'épargne publique, on va dire vers le financement de la dépense publique, et deux, il faut faire venir de l'épargne étrangère. Et l'épargne étrangère aujourd'hui, ou voire même de l'épargne française qui a tendance à fuir, eh bien, on doit la rassurer par un certain nombre de mesures fiscales comparables à nos concurrents, comparables à nos voisins. Il n'y a plus d'ISF partout en Europe, il faut le rappeler quand même sans cesse. Nicolas, est-ce que vous pensez que ce qui a été fait avec Apple, c'est la fin justement de l'inexemplarité fiscale des grandes sociétés américaines venant du numérique? C'est pas fait. C'est pas fait. Apple, il y a eu un communiqué de Tim Cook hier, le président d'Apple, qui était communiqué très offensif et d'ailleurs très désagréable pour nous Européens. Donc il va y avoir un appel. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que 13 milliards d'euros pour la trésorerie d'Apple, c'est rien. En tout cas, c'est quelque chose qui est parfaitement gérable. Bon, après, moi je pense que la Commission européenne est parfaitement dans son bon droit. Je pense que ces entreprises, il faut les faire croître en Europe. Il faut mettre en place un véritable droit des données. Il faut qu'elles soient sécurisées juridiquement. Mais en revanche, il faut faire comprendre à ces entreprises qu'elles doivent payer des impôts. Après, il y a une réalité, c'est qu'en Europe, il y a de l'optimisation fiscale, et c'est aussi à nous, Français, alors je vais choquer beaucoup de gens, mais de jouer le jeu de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on peut toujours nous dire on va aller vers une harmonisation fiscale en Europe. À mon avis, ça ne se fera jamais, et si ça se fait de toute façon, ce sera dans 10-15 ans. Je rappelle au passage que les Suisses ne font pas partie de l'Union européenne et que les Britanniques n'en font plus partie. Donc même si on fait une harmonisation européenne... qui est président de la Commission, a été donc le patron du Luxembourg, qui est l'un des grands pays les plus... Mais donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce que disait Philippe, il faut qu'on trouve un moyen de baisser notre dépense publique pour redevenir compétitif aussi fiscalement. Dernier point, pardonnez-moi de demander d'être bref et de conclure, Philippe, parce que nous avons déjà dépassé 30 secondes. Si vous voulez rajouter quelque chose. Juste dire que probablement cette affaire Apple, c'est aussi une question contre l'Irlande, et probablement une anticipation des politiques que peuvent avoir les Britanniques de baisser fortement, de faire du dumping fiscal. 8h57, Philippe de Sertine, Nicolas Bouzou, donc au lendemain de la démission d'Emmanuel Macron. Nous avons rendez-vous avec la bourse dans un instant, avec Ève Ruggieri et la musique sur toute la journée, puisque Christian Morin succédera à Ève, et puis tous les animateurs de Radio Classique, la musique, jusqu'à Patrick Poivre d'Arvor, 19h, donc sur notre antenne. Bonne journée à vous, merci tous les deux, bourse dans un instant. MMA